l'humanité célébrait sa plus grande réussite. Nous avions construit le télescope James Webb d'une valeur de 10 milliards de dollars. Nous l'avons pointé vers le commencement du temps, vers la première lumière de l'univers. Nous cherchions des réponses. Maïs, cette réussite absolue, a révélé notre plus grand paradoxe. L'univers refuse de se conformer à nos équations. Le télescope a regardé à seulement 290 millions d'années après le Big Bang. Et là, il a trouvé des galaxies massives que la physique jugeait impossibles. Une anomalie totale. Elle s'était formée dans les 2% premiers de l'histoire de notre univers de 13,8 milliards d'années. Elle possédait une densité d'étoiles qui ne devrait normalement être atteinte qu'après 1 milliard d'années. Sur les 10 000 galaxies observées, la quasi-totalité a été étiquetée comme briseuse d'univers. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est que ces structures semblaient trop ordonnées pour être une coïncidence. Ce qui nous amène à une question plus profonde. Est-ce un message? Si vous aussi, vous êtes prêt à vous perdre dans ce paradoxe cosmique, alors rejoignez la chaîne, car les livres de physique devront peu être réécrits. Nous commençons. Pendant des années, le monde scientifique a cru que l'univers était silencieux. Nous l'observions depuis nos observatoires perchés au sommet des montagnes. Nous cataloguions les étoiles comme des objets silencieux dans un musée vide, car nous supposions que ce silence infini était un théâtre désert. Nous pensions être les seuls spectateurs. Nous croyions être les seuls yeux contemplant l'immensité du cosmos. Mais, quand le télescope spatial James Webb a regardé dans cette obscurité infinie, tout a changé. Ce télescope était l'œil le plus grand et le plus sensible jamais construit par l'humanité. C'est pourquoi il n'a pas été conçu pour regarder l'univers que nous connaissions. Au contraire, il a été bâti pour regarder là où nos yeux ne peuvent pas voir. C'est pourquoi il se concentre sur la lumière infrarouge invisible. C'est un rayonnement qui se cache dans l'obscurité de l'espace, porté par des échos anciens, car l'univers est en expansion constante. Et ce faisant, il étire aussi la lumière. La lumière visible qui provenait autrefois des premières étoiles a été étirée pendant 13,8 milliards d'années. Ces ondes se sont allongées jusqu'à tomber au-delà de notre spectre visible. Elles se sont transformées en fantômes thermiques. Voilà la mission de Webb. Pour capturer cette lumière ancienne, le télescope doit être maintenu à un froid inimaginable. C'est pourquoi il est protégé par un bouclier gigantesque. Ce bouclier le refroidit à des températures proches du zéro absolu, et dans ce froid parfait, le télescope a regardé une parcelle du ciel, un point qui semblait vide pour tous les instruments précédents, une tache d'obscurité absolue, pas plus grande qu'un grain de sable tenu à bout de bras. Mais ce qu'il y a trouvé n'était pas le vide. Il a trouvé des dizaines de milliers de galaxies, des tourbillons lumineux de matière, des galaxies qui existaient à une époque où le cosmos n'était qu'un lointain murmure. Mais il y a une vérité troublante et magnifique dans ces observations, une vérité que les astrophysiciens commencent seulement à comprendre, car lorsque nous regardons si loin dans le passé, nous observons les éléments constitutifs de tout ce que nous sommes. La lumière infrarouge de ces premières galaxies porte les premières traces de carbone et d'oxygène, les éléments lourds qui finiront par se condenser pour former des planètes et la vie. Carl Sagan nous a rappelé que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Lorsque nous capturons la lumière ancienne de ces systèmes primordiaux, ce ne sont pas seulement des entités distinctes. C'est l'univers qui a trouvé un moyen de se regarder lui-même. Nous sommes le cosmos, qui a construit un télescope pour regarder dans sa propre mémoire. Imaginez l'incroyable voyage d'un seul photon. Né au cœur d'une des premières étoiles, cette particule de lumière s'est échappée de son foyer. Elle a commencé un voyage épique à travers le vide infini. Des millions d'années ont passé, puis des milliards. L'espace lui-même s'est dilaté. Une force que nous appelons énergie sombre a écarté le tissu de l'espace-temps, forçant l'onde lumineuse à s'allonger. De la lumière bleue au rouge, puis à l'invisibilité. Pendant des milliards d'années, il a voyagé dans le silence cosmique. Ce photon a continué son vol sans dévier,
jusqu'à ce que, 13 milliards d'années plus tard, il heurte un miroir façonné sur une petite planète par des mains curieuses. Et à cet instant, son voyage ne s'est pas terminé dans le néant. Il s'est transformé en compréhension. Il s'est transformé en science. Alors, que signifie au sens le plus profond que l'univers nous connaisse de cette manière? Car dans le monde de la physique quantique, il existe un profond principe de l'observateur. L'acte même de la mesure attentive détermine un système de manière irréversible et fondamentale. En regardant avec curiosité dans l'obscurité absolue, nous forçons très doucement l'univers à se révéler à nous. Avec notre présence attentive et consciente, nous façonnons la réalité physique à un niveau fondamental. Tant qu'elle reste invisible au bord du temps, une galaxie extrêmement lointaine est une probabilité mathématique flottante. Mais, lorsque sa lumière ancienne atteint enfin nos instruments, et que des esprits humains déchiffrent patiemment cette vieille lumière, une relation profonde et inséparable se révèle. Grâce à nous, l'immense univers, autrement silencieux, acquiert un contexte, une histoire et un sens profond. La théorie de la relativité générale d'Einstein nous enseigne également avec une clarté absolue. L'espace infini et le temps qui s'écoule sont un seul et même tissu parfaitement tissé. Chaque entité physique, du plus grand trou noir au plus petit grain de poussière, courbe ce tissu de manière tangible. Les innombrables atomes de votre corps exercent une attraction gravitationnelle infime mais bien réelle sur les étoiles les plus lointaines. Tout comme ces étoiles massives vous attirent constamment. Vous êtes littéralement et physiquement gravé dans la géométrie complexe et magnifique du cosmos. Vous ne pouvez jamais en être séparés. C'est pourquoi, dans notre voyage silencieux que nous faisons ensemble aujourd'hui, nous avons appris que notre simple observation rend l'immense univers conscient et lui tend un miroir clair. Nous sommes la façon dont les étoiles se regardent elles-mêmes. Mais que se passe-t-il lorsque, dans cette obscurité brillante et mystérieuse, à la limite de la création, nous découvrons soudainement quelque chose qui dépasse complètement toutes nos attentes scientifiques jusqu'à présent? Quelque chose qui, selon nos calculs et nos modèles les plus précis, ne devrait en fait jamais exister là-bas. Car lorsque les scientifiques ont vu pour la première fois les données infrarouges détaillées du télescope spatial James Webb sur leurs écrans, ils s'attendaient à trouver le début doux et lent de l'histoire cosmique. Les modèles cosmologiques en vigueur, développés avec un soin et une précision incroyables pendant des décennies, dessinaient une image très spécifique de l'aube cosmique. Ils prévoyaient que dans le silence absolu après le Big Bang, alors que l'univers se refroidissait et s'étendait, les premières étoiles se formeraient très lentement et progressivement. Mais l'univers, dans son infinie sagesse, a refusé de se conformer à nos équations humaines bien ordonnées. Et dans les profondeurs de l'obscurité ancienne, seulement quelques centaines de millions d'années après le début du temps, ce télescope extrêmement sensible a découvert quelque chose qui semblait impossible. Il n'a pas trouvé de doux et modestes amas d'étoiles, mais au contraire, il a trouvé des galaxies gigantesques et pleinement développées, des structures grouillant d'innombrables étoiles. Ces gardiens du lointain et silencieux passé cosmique étaient si extraordinairement massifs et leur structure si mature qu'ils ont laissé même les cosmologistes les plus expérimentés dans un état d'admiration, profonde et respectueuse, car ce n'était pas une anomalie. C'était une révolution. Dans les couloirs de l'astrophysique, on leur a donné le nom presque révérencieux de briseurs d'univers. La raison de ce nom était simple, car leur simple existence physique créait une contradiction fondamentale, apparemment insoluble, avec tout ce que nous pensions savoir sur l'évolution du cosmos. Pour devenir si gigantesques et massives, ces galaxies primordiales devaient avoir produit de nouvelles étoiles à un rythme époustouflant, dépassant toutes les limites physiques et thermodynamiques que nous attribuions au cosmos jeune et chaud. C'était comme regarder le doux visage d'un nouveau-né et y voir, de manière inattendue, la profonde sagesse et les cicatrices d'une vieille vie. Ce merveilleux mystère frappe maintenant doucement mais fermement aux portes de nos observatoires modernes. C'est pourquoi cette situation n'est pas une défaite pour la méthode scientifique.
Au contraire, c'est un rappel profond et magnifique de notre propre humilité nécessaire face à l'immense étendue et à la complexité de l'existence universelle. Lorsque nous regardons le vaste et calme ciel nocturne et que nous réalisons que nos meilleures théories ne sont pas encore suffisantes pour expliquer l'éclat de l'aube cosmique, nous ne devrions pas ressentir de frustration intellectuelle. Au lieu de cela, nous devrions ressentir un respect profond et apaisant. Mais, quelle est exactement la physique derrière cette impossibilité? Car nos modèles racontaient une histoire très claire. La théorie de la relativité générale d'Albert Einstein explique comment la matière courbe doucement l'espace-temps, et nos modèles de matière noire forment le squelette invisible de notre compréhension de la réalité. Selon ces modèles astrophysiques, la matière noire forme d'immenses halos invisibles dans le vide. Ces halos fonctionnent comme de gigantesques berceaux gravitationnels. Dans ces berceaux invisibles, la matière ordinaire, principalement du gaz d'hydrogène primordial, tombe, et elle commence à se condenser sous son propre poids, jusqu'à ce que la fusion nucléaire s'allume au centre et qu'une étoile naisse. Ce processus nécessite un temps infini. C'est une danse lente et calme de la thermodynamique et de la gravité. Dans cette danse, le gaz doit suffisamment refroidir et se condenser. Mais les observations infrarouges du télescope nous montrent sans l'ombre d'un doute des galaxies qui, seulement quelques millions d'années après le début du temps, possédaient autant d'étoiles que notre majestueuse Voie lactée, aujourd'hui. Lorsque nous examinons les mathématiques de cette période précoce, il n'y avait tout simplement pas eu assez de temps pour que le gaz primordial refroidisse. Il était évident que quelque chose de fondamental manquait, soit dans notre compréhension de la rapidité avec laquelle la matière noire forme les premières structures, soit dans notre connaissance de l'efficacité avec laquelle le premier gaz cosmique s'effondre en étoile. Peut être que la force fondamentale de la gravité se comportait légèrement différemment dans la densité extrême de l'univers primitif, ou peut être que des champs magnétiques cosmiques, invisibles et étendus, ont massivement aidé à canaliser le gaz chaud beaucoup plus rapidement dans les pouponnières d'étoiles, alors que les astrophysiciens tentent sans relâche d'assembler les pièces de ce puzzle. Nous ne devons absolument pas oublier de ressentir la valeur émotionnelle et intellectuelle de cette magnifique découverte. Imaginez vivement ces immenses galaxies primordiales, brillant dans l'obscurité silencieuse et encore jeune, isolées dans un cosmos encore beaucoup plus petit et plus chaud. Maintenant, nous avons compris tout ce cadre théorique. Comment l'univers aurait dû se former lentement? Comment la matière noire a servi d'échafaudage invisible? Et pourquoi le temps était le facteur le plus critique? Mais nos modèles contredisent ce que nous voyons. C'est pourquoi il est temps d'aller au-delà de toute cette infrastructure conceptuelle que nous avons décrite jusqu'à présent. Nous devons maintenant apprendre non seulement les théories, mais aussi ce que nous raconte cette lumière ancienne qui a frappé le miroir d'or du télescope. À quoi ressemblent exactement ces briseurs d'univers? Qu'est-ce qui les différencie de notre propre galaxie? Et quelles structures se cachent en leur sein, abritant les plus anciens secrets de l'univers? Car cette découverte n'est qu'un début. Et maintenant, nous allons entreprendre un voyage plus profond au cœur de ce début. Et maintenant, le vrai choc arrive. Car les théories disaient une chose, mais cette lumière ancienne qui a frappé le miroir d'or du télescope racontait une histoire complètement différente. Nous n'allions plus parler d'hypothèses, nous n'allions plus débattre de modèles. Il était temps de parler des véritables découvertes venues du coin le plus sombre de l'univers qui bouleversaient les lois de la physique. Les scientifiques n'étaient pas prêts, personne n'était prêt. La première preuve était une tâche nommée J-A-2-E-S-G-S-Z-130. Elle ne devait pas être là, mais elle y était. Une galaxie brillant alors que l'univers n'avait que 320 millions d'années. Cela correspondait à seulement 2% des 13,8 milliards d'années de l'histoire cosmique. Imaginez, l'univers était encore un bébé. Mais cette galaxie n'était pas un bébé. Sa lumière infrarouge nous est parvenue après un voyage de 13,4 milliards d'années, et cette lumière murmurait quelque chose d'inattendu.
Cette galaxie n'existait pas seulement, elle était aussi étonnamment brillante. Les modèles prévoyaient que les galaxies de cette époque seraient petites, faibles et diffuses. Elles fusionneraient des milliards d'années plus tard pour former de grandes structures. MAESS, JADESGSZ130, ne correspondait pas à ce scénario. Sa masse était d'environ 100 millions de masses solaires. Ce chiffre, en soi, peut ne pas signifier grand-chose. Mais le temps nécessaire pour rassembler autant de masse dans ce jeune univers n'était tout simplement pas disponible. C'était comme défier les lois de la thermodynamique. Il fallait des milliards d'années pour que le gaz refroidisse, s'effondre et forme des étoiles, pas des centaines de millions d'années. C'est pourquoi l'existence de cette galaxie a d'abord été considérée comme une erreur de mesure. Mais la spectroscopie, la technique de lecture de l'empreinte chimique de la lumière, a confirmé la distance avec certitude. Ce n'était pas une erreur, c'était une impossibilité. Mais ce n'était que le début. À mesure que le télescope regardait plus profondément, les anomalies se multipliaient. Nous avons découvert la galaxie de Mésis. La lumière de cette galaxie nous était parvenue alors que l'univers n'avait que 390 millions d'années. Elle était un peu plus jeune que JADESGSZ130, mais elle avait une caractéristique bien plus troublante. Elle était beaucoup plus brillante et beaucoup plus massive que prévu. Les premières estimations auraient pu être erronées. C'est pourquoi les scientifiques l'ont approchée avec scepticisme, car la formation d'une structure si mature à une époque si précoce était impossible selon les modèles cosmologiques existants. Mais les analyses spectroscopiques n'ont laissé aucune place au doute. La valeur du décalage vers le rouge de la galaxie a été mesurée à Z égale 11,4, ce qui a prouvé qu'elle existait bien à l'aube de l'univers. Cette découverte a montré qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie isolée, c'était un modèle. L'univers primitif n'était pas un endroit calme et lent comme nous le pensions. Au contraire, il fonctionnait comme une usine à galaxies. Et dans cette usine, la chaîne de montage tournait à une vitesse hallucinante. Les scientifiques étaient stupéfaits face à ces briseurs d'univers. Leur modèle leur disait que l'univers aurait dû ramper, mais les données montraient que l'univers avait commencé à courir dès sa naissance. Et puis, le plus grand choc est arrivé. 6 autres galaxies impossibles ont été découvertes. Ces 6 galaxies dataient de seulement 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. Cela les rendait un peu plus jeunes que les autres. Mais ce qui les rendait vraiment effrayantes n'était pas leur âge, mais leur masse. Ces galaxies avaient des masses aussi grandes, voire plus grandes, que la Voie lactée. C'était littéralement impossible. Selon le modèle standard, même un halo de matière noire de cette taille n'aurait pas dû se former à cette époque de l'univers. Sans parler du gaz pour le remplir et former des étoiles. Ces galaxies étaient 50 fois plus massives que prévu. De plus, elles n'étaient pas seulement composées de jeunes étoiles bleues, elles contenaient aussi des étoiles plus vieilles et rouges, ce qui montrait qu'elles n'avaient pas seulement grandi rapidement, mais qu'elles avaient aussi mûri très tôt. L'un des membres de l'équipe qui a fait cette découverte, le docteur Joël Leja, a déclaré qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux quand ils ont vu les résultats. « Nous avons pensé qu'il devait y avoir une erreur dans les données », a-t-il dit. Mais il n'y avait pas d'erreur. Ces 6 points rouges avaient le potentiel de réécrire les livres de cosmologie. Lorsque ces découvertes sont rassemblées, une seule conclusion s'impose. Il y avait une fissure fondamentale dans notre compréhension. Des galaxies gigantesques. Elles existaient des milliards d'années plus tôt que prévu. Des structures matures. Elles s'étaient formées à une vitesse que les lois de la physique ne permettaient pas. Des objets massifs et brillants. Ils se trouvaient dans une abondance que nos théories n'avaient pas prédite. Ce n'était plus une anomalie qui pouvait être ignorée. C'était un message que l'univers nous envoyait. Il disait « Tout ce que vous savez pourrait être faux ». Alors, comment les scientifiques allaient-ils expliquer cette impossibilité? Si l'effondrement de la matière noire et du gaz ne pouvait pas être si rapide, alors qu'est-ce qui avait assemblé ces galaxies en si peu de temps? Car ces galaxies n'étaient pas seulement grandes. Le secret qu'elles renfermaient était bien plus profond et, car ces galaxies n'étaient pas seulement grandes,
Le secret qu'elle renfermait était bien plus profond, et ce secret ne concernait pas la lumière que nous pouvions voir. Au contraire, il concernait cette obscurité écrasante, absolue, que nous ne pouvions pas voir. Une force invisible devait maintenir ces structures massives ensemble. Car les lois de la physique étaient très claires. Ces galaxies tournaient si vite que la gravité de leurs étoiles internes n'aurait jamais suffi à les maintenir cohésives. Elles auraient dû se disperser en poussière cosmique il y a des milliards d'années. Mais elles ne se sont pas dispersées. La première personne à remarquer ce paradoxe fut l'astronome Fritz Zwicky, dans les années 1930. Zwicky étudiait l'amas de galaxies de Coma, un amas géant composé de milliers de galaxies, et il a calculé que ces galaxies se déplaçaient à une vitesse hallucinante, si rapide que l'amas aurait dû se désintégrer depuis longtemps. Zwicky a suggéré que ce qui les maintenait ensemble était la Dunkel Materie, c'est, à dire la matière noire, MICE. À l'époque, personne ne l'a cru. Son idée est restée une curiosité scientifique pendant des décennies, jusqu'à ce que Vera Rubin entre en scène dans les années 1970. Rubin a mesuré avec une précision incroyable la rotation de galaxies spirales individuelles, et elle a trouvé la même impossibilité que Zwicky avait vue. Les étoiles aux confins des galaxies tournaient aussi vite que celles proches du centre. C'était impossible si une galaxie n'était composée que des étoiles et du gaz visible. C'est pourquoi il n'y avait qu'une seule explication. Ces galaxies devaient être entourées d'un halo de masse gigantesque et invisible, s'étendant bien au-delà de leurs frontières visibles. La matière noire était réelle, et elle constituait l'écrasante majorité de l'univers. Aujourd'hui, nous savons qu'environ 85% de toute la matière dans l'univers est de la matière noire. Tout ce que nous voyons, c'est, à dire les étoiles, les planètes et nous-mêmes, ne constituent que 15% du total. Mais cette matière invisible n'est pas seulement une colle qui maintient les galaxies ensemble. C'est bien plus que cela, car elle est l'architecte de l'univers lui-même. Le télescope James Webb ne peut pas voir directement la matière noire, mais il voit la preuve de son existence partout, grâce à un effet appelé lentille gravitationnelle. Selon la théorie d'Einstein, la masse courbe l'espace-temps. Et la matière noire est incroyablement massive. C'est pourquoi, lorsque Webb regarde une galaxie très lointaine, la lumière de cette galaxie est courbée et déformée en passant à travers les halos de matière noire invisible qui se trouvent entre elle et nous. Tout comme un verre de vin déforme l'image d'une bougie derrière lui. Cette lumière déformée nous dit exactement combien de masse invisible se trouve derrière cette galaxie. Et cette cartographie a révélé une vérité choquante. La matière noire forme une structure gigantesque et filamenteuse que nous appelons la toile cosmique, qui s'étend à travers l'univers. Cette toile s'étend sur des milliards d'années-lumière. Et les galaxies se forment et grandissent aux intersections de ces filaments sombres. Sans cet échafaudage invisible, le gaz après le Big Bang n'aurait jamais pu se rassembler pour former des étoiles. Il aurait été dilué pour toujours. Ainsi, ces galaxies primitives impossibles ont dû naître dans les nœuds les plus denses et les plus précoces de cette toile sombre. Et cela nous amène à la dernière, et peut être la plus profonde des découvertes. Ces galaxies primordiales ne sont pas seulement des énigmes cosmologiques, elles sont nos créatrices. Les étoiles en leur sein ne ressemblaient à rien de ce que nous connaissons aujourd'hui. Elles étaient des centaines de fois plus massives que notre Soleil, beaucoup plus chaudes et d'un bleu beaucoup plus éclatant. Ces géantes ont vécu des vies courtes et brillantes de seulement quelques millions d'années. Puis elles sont mortes dans d'énormes explosions de supernovae. Et à l'instant de leur mort, elles ont semé dans l'univers les premiers éléments lourds, l'oxygène, le fer, le carbone. Sans cet acte précoce d'alchimie cosmique, il n'y aurait pas d'oxygène dans l'air que vous respirez aujourd'hui, il n'y aurait pas de fer dans le sang qui circule dans vos veines en ce moment, et il n'y aurait pas de carbone qui constitue l'architecture même de votre propre ADN. Nous sommes le résultat physique direct de ces galaxies primitives impossibles que nos instruments détectent maintenant au bord extrême du visible. Maintenant,
assemblons toutes les pièces. Des galaxies 50 fois plus grandes que prévu. Une matière noire invisible constituant 85% de leur masse, les maintenant ensemble. Une toile cosmique s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Et l'alchimie d'étoiles a la vie courte qui a permis notre existence. Ce que nous voyons n'est pas seulement quelques anomalies, c'est une compréhension entièrement nouvelle de la formation de l'univers. Alors, comment tous ces mécanismes fonctionnent-ils? Sur quels principes mathématiques exacts repose la lentille gravitationnelle? Quelle est la nature de la matière noire et de quelles particules pourrait-elle être composée? Et comment fonctionnaient exactement les fourneaux nucléaires à l'intérieur de ces premières étoiles qui ont créé le carbone et l'oxygène? Pour trouver la réponse à ces questions, nous devons maintenant aller au-delà des observations télescopiques et regarder sous le capot de ce moteur cosmique. Alors, comment tous ces mécanismes fonctionnent-ils exactement? Nous avons vu les découvertes choquantes, mais il est maintenant temps de plonger dans les profondeurs de la physique qui a rendu ces découvertes possibles. Le tempo va ralentir, car nous allons maintenant comprendre, pas à pas, comment les lois les plus fondamentales de l'univers ont façonné ces anciennes galaxies. C'est comme entrer dans l'atelier d'un maître horloger. De l'extérieur, vous ne voyez qu'un cadran qui indique l'heure. Mais, une fois à l'intérieur, vous assistez à la danse de centaines de rouages et de ressorts précis et interconnectés. Nous allons maintenant entrer dans cet atelier. Le premier et le plus fondamental des mécanismes est le télescope James Webb lui-même. Mais, le considérer comme un simple télescope revient à voir un smartphone comme un simple appareil pour téléphoner. Webb est une machine à remonter le temps, et la clé qui fait fonctionner cette machine est sa capacité à se concentrer sur l'univers infrarouge. Pour comprendre cela, utilisons une métaphore simple. Pensez à la sirène d'une ambulance qui s'éloigne. À mesure qu'elle s'éloigne de vous, la hauteur du son diminue. C'est à dire que les ondes sonores s'allongent. L'univers fait exactement la même chose à la lumière, car l'univers est en expansion constante. Cette expansion étire la longueur d'onde de la lumière qui a commencé son voyage il y a 13,8 milliards d'années, comme un élastique. C'est pourquoi la lumière visible à haute énergie, émise par les jeunes étoiles bleues brillantes au début de l'univers, est tellement étirée avant de nous atteindre qu'elle n'est plus dans le spectre visible. Elle glisse vers le spectre infrarouge, c'est dire le rayonnement thermique. C'est là que réside le génie de Webb. Son immense miroir principal de 6,5 mètres est spécialement conçu pour collecter cette lumière pâle et étirée. Ce miroir est composé de 10 à 8 segments hexagonaux en beryllium recouverts d'une couche d'or ultra fine, car l'or est extraordinairement efficace pour réfléchir la lumière infrarouge. Le miroir du télescope spatial Hubble ne mesurait que 2,4 mètres de diamètre et était principalement axé sur la lumière visible. Webb, lui, a une surface de collecte de lumière environ 6,25 fois plus grande que celle de Hubble, ce qui signifie qu'il est 100 fois plus sensible. Cette sensibilité est si élevée que s'il y avait une libellule sur la surface de la Lune, Webb pourrait détecter la chaleur qu'elle émet. C'est pourquoi Webb a pu voir ces galaxies impossibles, car il pouvait voir dans une longueur d'onde où les autres télescopes étaient aveugles, dans l'obscurité infrarouge où se cachent les plus anciens secrets de l'univers. Mais voir cette lumière ne suffit pas. Il faut aussi comprendre de quelle distance elle vient et ce qu'elle signifie. C'est là qu'intervient le deuxième mécanisme critique, la spectroscopie. C'est une sorte de pierre de rosette cosmique que nous utilisons pour déchiffrer le langage de l'univers. La lumière n'est pas seulement une image, elle transporte de l'information. Lorsque vous faites passer la lumière d'une galaxie à travers un prisme, elle se décompose en couleurs comme un arc-en-ciel. Mais, dans cet arc-en-ciel, vous voyez des lignes sombres où certaines couleurs manquent. Ces lignes sont les empreintes chimiques des différents éléments de cette galaxie. Chaque élément absorbe la lumière à des longueurs d'onde spécifiques. C'est pourquoi, en regardant la position de ces lignes,
nous pouvons dire exactement de quels éléments une galaxie est composée, comme le carbone, l'oxygène ou l'hydrogène. Mais la spectroscopie fait plus que cela, car en raison de l'expansion de l'univers, l'ensemble de ces motifs d'empreintes digitales est décalé vers l'extrémité rouge du spectre. Plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement et plus ce décalage vers le rouge est important. Webb dispose d'un instrument incroyablement puissant appelé NIRSpec, spectrographe proche infrarouge. Cet instrument peut prendre le spectre de plus de 100 corps célestes différents simultanément. C'est bien plus que ce que Hubble pouvait faire. Par exemple, la valeur du décalage vers le rouge de la galaxie JADES, GS, Z13-0, a été mesurée à Z égale 13,2. Cela signifie que la taille de l'univers à cette époque n'était que d'un 14e de sa taille actuelle. Sans cette mesure précise, nous n'aurions jamais su si cette galaxie était simplement un objet plus proche et plus faible ou vraiment un géant brillant à l'aube de l'univers. C'est pourquoi la spectroscopie est une clé qui nous permet de comprendre non seulement ce que nous voyons, mais aussi quand et où nous le voyons. Le troisième mécanisme nous emmène au cœur de l'invisible, la lentille gravitationnelle. C'est l'une des plus belles preuves du génie d'Einstein. La relativité générale dit que la masse courbe le tissu de l'espace-temps comme une boule de bowling courbe un trampoline. La lumière suit toujours le chemin le plus court. C'est pourquoi, en voyageant dans un espace-temps courbé, le chemin de la lumière est également courbé. Maintenant, imaginez qu'il y ait un amas de galaxies massifs dans la direction que Webb observe, plus proche de nous mais toujours à des milliards d'années-lumière. La masse totale de cet amas, en particulier la matière noire invisible, est si grande qu'elle courbe l'espace-temps derrière elle comme une loupe géante. C'est pourquoi la lumière d'une galaxie beaucoup plus lointaine derrière cet amas, normalement trop faible et trop éloignée pour que nous puissions la voir, est courbée et amplifiée en passant par cette lentille cosmique. Grâce à cet effet, Webb peut voir des objets bien au-delà de sa capacité normale. Ces lentilles divisent parfois l'image d'une galaxie lointaine en plusieurs images ou les tirent en un arc brillant appelé anneau d'Einstein. En analysant la forme et la taille de cette déformation, les astronomes peuvent cartographier avec une précision incroyable la quantité et la distribution de la matière noire intermédiaire qui sert de lentille. C'est le seul moyen de voir l'invisible. Hubble utilisait également cette technique. Maze, la vision infrarouge et la résolution supérieure de Webb lui permettent d'utiliser ces loupes cosmiques de manière beaucoup plus efficace. Grâce à cela, nous commençons à comprendre non seulement l'existence des galaxies dans les premières époques de l'univers, mais aussi la structure de l'échafaudage de matière noire invisible qui les maintient. Ensemble, c'est pourquoi la lentille gravitationnelle est un télescope naturel que l'univers nous offre pour sonder ses propres secrets. Ces trois mécanismes, la vision infrarouge, la spectroscopie et la lentille gravitationnelle, sont les piliers de la révolution scientifique du télescope James Webb. L'un nous dit où regarder, l'autre nous dit ce que nous voyons, et le troisième illumine l'invisible. Ensemble, ils nous permettent de capturer, d'analyser et de donner un sens à la lumière la plus ancienne et la plus faible de l'univers. Mais cet arsenal technique n'est que la moitié de l'histoire. Car pour donner un sens aux données obtenues avec ces outils, nous avons besoin d'un mécanisme complètement différent, à savoir la puissance de notre propre cerveau et des modèles théoriques que nous avons développés. Alors, comment ces données brutes, ces chiffres et pixels sans signification, se transforment-elles en une histoire cohérente sur la naissance de l'univers? Et au cours de cette transformation, quels autres mécanismes secrets? Et au cours de cette transformation, quels autres mécanismes secrets entrent en jeu? Car les données brutes ne sont qu'un point de départ. Pour placer ces données dans un cadre significatif, nous utilisons le quatrième et peut être le plus abstrait des mécanismes, les simulations cosmologiques. C'est comme recréer l'univers à l'intérieur d'un superordinateur. Les scientifiques prennent toutes les lois de la physique que nous connaissons, la relativité générale, la thermodynamique, la physique des particules,
et les code dans un programme informatique massif. Ensuite, il crée une boîte virtuelle qui imite les conditions juste après le Big Bang. Dans cette boîte, il place la distribution initiale de la matière noire, du gaz et du rayonnement, et ils appuient sur le bouton « Démarrer ». L'ordinateur simule 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique en seulement quelques mois. Ils observent comment des milliards de particules virtuelles s'assemblent sous l'effet de la gravité, comment les galaxies se forment, comment les étoiles brillent et s'éteignent. Ces simulations ont atteint une échelle incroyable avec des projets comme Illustris TNG ou la simulation cosmologique Bolshoi. Par exemple, la simulation Illustris TNG 300 suit l'évolution à l'intérieur d'un cube d'environ 1 milliard d'années-lumière de côté et utilise plus de 24 000 cœurs de processeurs pendant des mois pour le faire. Ces univers virtuels sont un laboratoire pour tester nos théories. Si nos simulations créent une structure qui ressemble à l'univers réel observé par Webb, alors nous savons que nos théories sont sur la bonne voie. Mais si les simulations produisent des galaxies petites et rares, alors que les données de Webb montrent des galaxies massives et nombreuses, alors nous savons que quelque chose de fondamental est faux dans nos équations. C'est exactement ce que les briseurs d'univers ont fait. Ils ont révélé une réalité que même nos simulations les plus avancées n'avaient pas pu prédire. C'est pourquoi ces simulations sont les outils les plus puissants pour nous montrer non seulement ce que nous savons, mais aussi ce que nous ne savons pas. Mais le simple fait qu'une galaxie soit grande ne raconte pas toute l'histoire. Nous devons également comprendre son cycle de vie interne. Le cinquième mécanisme est la mesure des taux de formation d'étoiles, Star Formation Rate. C'est une sorte de taux de natalité cosmique qui mesure la quantité de nouvelles étoiles qu'une galaxie produit sur une période donnée. On peut comparer cela à la mesure du taux de croissance de la population d'une ville. Pour comprendre à quelle vitesse une ville grandit, vous ne regardez pas seulement sa population actuelle, vous comptez aussi le nombre de bébés qui naissent chaque année. Les astronomes font de même pour les galaxies. Pour ce faire, ils recherchent des marqueurs lumineux spécifiques. Les jeunes étoiles, grandes et chaudes, émettent une grande quantité de lumière ultraviolette qui ionise le gaz d'hydrogène environnant, le faisant briller. Ce gaz brillant émet de la lumière à une longueur d'onde rouge spécifique appelée émission H-alpha. Webb, en mesurant cette ligne H-alpha ou d'autres marqueurs infrarouges, peut calculer à quel point une galaxie est activement en train de former des étoiles. Par exemple, notre galaxie, la Voie lactée, est un endroit assez calme et ne produit que 1 à 2 masses solaires de nouvelles étoiles par an. Mais certaines des premières galaxies étudiées par Webb sont des galaxies à flambée d'étoiles, starburst, produisant des centaines, voire des milliers de masses solaires, d'étoiles par an. Ces taux sont bien au-delà des limites permises par les modèles théoriques. Car une formation d'étoiles aussi rapide aurait dû épuiser les réserves de gaz de la galaxie à une vitesse incroyable et l'éteindre en peu de temps. Mais ces galaxies n'étaient pas éteintes. Au contraire, elles brillaient avec une efficacité incroyable. Ce mécanisme a approfondi l'énigme en montrant que les galaxies n'ont pas seulement grandi tôt, mais qu'elles avaient aussi un métabolisme hyperactif. Et enfin, il y a un 6e mécanisme qui rassemble toute cette histoire, l'astronomie multilongueur d'onde. Observer l'univers par une seule fenêtre, c'est comme essayer de comprendre un éléphant en touchant seulement sa trompe. Vous ne pouvez pas voir l'image complète. Chaque télescope montre une facette différente de l'univers. Par exemple, l'observatoire de rayons X Chandra voit le gaz chaud à des millions de degrés, les restes de supernovae et les événements autour des trous noirs. Le télescope ALMA, Atacama Large Millimété, Submillimété Array, cartographie les nuages de gaz et de poussière froids et denses où naissent les étoiles. Hubble étudie les étoiles matures qui brillent en lumière visible et ultraviolette. Et Webb révèle dans l'infrarouge les structures les plus anciennes, les plus lointaines et cachées derrière la poussière. Les scientifiques, en assemblant les données de ces différents observatoires, créent un portrait global d'une galaxie.
tout comme un médecin combine les résultats d'une radiographie, d'une IRM et d'une analyse de sang pour poser un diagnostic. L'image web d'une galaxie peut montrer ses vieilles étoiles et sa structure. MICE, les données d'ALMA nous disent combien de réserves de gaz froid elle possède. Et les données de Chandra peuvent révéler à quel point un trou noir supermassif est actif en son centre. Lorsque nous combinons ces différentes couches de données, nous comprenons que ces briseurs d'univers n'étaient pas seulement grands et brillants, mais aussi des écosystèmes complexes, multicomposants. Cette approche intégrée nous permet de répondre à des questions auxquelles un seul télescope ne pourrait jamais répondre. C'est pourquoi la révolution de Webb n'est pas solitaire. C'est la victoire commune de tous les yeux que l'humanité a tournés vers le ciel. Maintenant, nous connaissons tous nos outils. Un œil infrarouge qui voyage dans le temps, un spectrographe qui déchiffre le langage de l'univers, des loupes cosmiques qui illuminent l'invisible, des superordinateurs qui créent des univers virtuels, des marqueurs qui mesurent les taux de naissance galactiques, et une vision multilongueur d'onde qui assemble l'image complète. Avec cet incroyable arsenal technique, nous sommes prêts à défier les secrets les plus profonds de l'univers. Mais ce qui est vraiment excitant, c'est ce que nous trouvons lorsque nous utilisons ces outils, car ces mécanismes n'ont pas seulement confirmé ce que l'on savait. Ils ont également révélé quelque chose d'étrange et d'inattendu dans le tissu de l'univers, quelque chose auquel nous devons notre existence même, quelque chose que nous n'aurions jamais pu imaginer. Maintenant, le tempo va de nouveau s'accélérer, car nous laissons derrière nous la théorie et la technique pour nous diriger vers le point culminant, vers le cœur de l'un des plus grands mystères de l'univers. Ce mystère qui ne concernait pas seulement la taille des galaxies. Il concernait l'origine même de la vie, la symétrie la plus fondamentale de l'univers et le sens le plus profond de l'existence. Et maintenant, le véritable miracle arrive. Car ce que Webb nous a montré n'était pas seulement un détail inattendu. C'était une réécriture complète du scénario cosmique. Le tempo est maintenant au maximum. Retenez votre souffle, car nous allons maintenant assister à ces moments qui ont secoué la science à ses fondements, qui ont rendu les manuels obsolètes et qui ont changé à jamais notre compréhension de la réalité. Ce n'est pas une découverte, c'est une révélation. La première onde de choc, la rupture de la symétrie parfaite. Ce n'est pas une galaxie, c'est le début de tout. Car la leçon la plus profonde que la cosmologie moderne nous a enseignée est qu'une symétrie parfaite est complètement stérile. Si tout avait été en équilibre parfait au début de l'univers, rien n'aurait jamais bougé. Il n'y aurait eu qu'un silence infini, froid et immuable. Mais l'univers que nous connaissons a commencé par une imperfection, une fissure infime et élégante dans la symétrie absolue. Et cette fissure a permis à tout ce qui existe de naître. La mission Planck de la NASA a cartographié le fond diffus cosmologique, l'écho du Big Bang. Et ce qu'elle a trouvé était incroyable. Ce rayonnement était presque entièrement uniforme, avec une précision d'une partie pour 100 000. Mais ce mot « presque » était la clé de tout, car ces minuscules fluctuations de température étaient les graines de cette première rupture de symétrie. Sans ces graines, la matière ne se serait jamais assemblée pour former des étoiles et des galaxies. L'univers serait resté pour toujours un brouillard lisse et sans structure. Mais, plus profondément, une autre rupture de symétrie se cachait. La symétrie matière-antimatière. Le Big Bang a créé des quantités presque exactement égales de matière et d'antimatière. Si les quantités avaient été exactement égales, elles se seraient complètement anéanties, et il ne serait resté qu'une mer de lumière pure et vide. Mais ce n'était pas le cas. Pour chaque milliard de particules d'antimatière, il y avait 1 milliard et une particule de matière. Cette différence d'une seule particule, cette infime imperfection, est la raison pour laquelle tout ce que vous voyez aujourd'hui existe. Les expériences au Grand Collisionneur de Hadron du CERN ont trouvé des preuves de cette asymétrie, en particulier un phénomène connu sous le nom de violation de CP. Cela a montré que les lois de la physique traitent la matière et l'antimatière de manière très légèrement différente. Cette découverte
fut la première preuve tangible expliquant pourquoi l'univers n'est pas vide. C'est pourquoi l'existence même de ces galaxies impossibles est une preuve que l'univers, dès le début, était imparfait, asymétrique et enclin à créer la vie. Mais cette imperfection n'a pas seulement donné à l'univers une chance d'exister, elle lui a aussi donné une direction. Le deuxième moment épique, la chiralité cosmique, c'est l'un des secrets les plus profonds de la vie. Car chaque être vivant sur notre planète, au niveau moléculaire le plus fondamental, est mystérieusement orienté. La molécule d'ADN, cette élégante spirale, tourne sans exception toujours vers la droite. Et les acides aminés qui forment les protéines se courbent avec la même constance toujours vers la gauche. Cette unilatéralité, ou chiralité, est l'une des plus grandes énigmes de la biologie, car les réactions chimiques en laboratoire produisent les versions droite et gauche avec une probabilité égale. Alors, pourquoi la vie n'a-t-elle choisi qu'un seul côté ? La réponse était écrite dans les étoiles. Comme Webb l'a également observé, les étoiles géantes de l'univers primitif émettaient un rayonnement ultraviolet intense. Cette lumière, en traversant de géants nuages de poussière magnétique, devenait circulairement polarisée. Des recherches à l'Institut d'astrobiologie de la NASA ont montré que cette lumière polarisée pouvait détruire une version des acides aminés beaucoup plus efficacement que l'autre. Pendant des millions d'années, cette préférence cosmique a peu être inscrit la manualité de la vie dans la poussière moléculaire. Ce n'était pas qu'une théorie, la preuve est tombée du ciel. Lorsque la météorite de Murchison, tombée en Australie en 10 à 969, a été examinée, plus de 70 acides aminés différents y ont été trouvés. Et parmi ces acides aminés, il y avait un excès léger mais indéniable de forme gauchère. Cela a prouvé que la préférence de la vie n'a pas commencé sur Terre, mais qu'elle a été héritée du cosmos. C'est pourquoi le fait que votre ADN tourne à droite n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence directe du fait que l'univers lui-même a brisé la symétrie et choisi une direction il y a des milliards d'années. Chaque atome de votre corps est un écho vivant de cette ancienne tendance cosmique. Cette orientation n'était pas seulement dans les molécules, elle était aussi dans les galaxies elles-mêmes. Le troisième choc, le modèle universel de rotation galactique. Pendant des années, on a supposé que le sens de rotation des galaxies était complètement aléatoire. L'idée que l'univers puisse avoir une structure organisée à si grande échelle semblait folle. Mais Lior Shamir de l'Université d'État du Kansas a analysé les données de plus de 200 000 galaxies spirales du Sloan Digital Sky Survey. Et ce qu'il a trouvé a secoué le monde de l'astronomie. Le sens de rotation des galaxies n'était pas aléatoire. Dans différentes régions de l'univers observable, il y avait une différence statistiquement significative entre les galaxies ayant tendance à tourner dans une direction. Cette asymétrie a été observée à une échelle de plus d'1,6 milliard d'années-lumière. Cela signifiait que l'univers lui-même pourrait avoir une rotation ou un axe à une échelle gigantesque. C'était totalement contraire à l'un des principes fondamentaux du modèle cosmologique standard, le principe d'isotropie, selon lequel l'univers devrait paraître identique dans toutes les directions. Cette découverte était si radicale que de nombreux scientifiques l'ont d'abord accueillie avec scepticisme. Mais des analyses ultérieures avec des données des télescopes Pan-STARRS et Spitzer ont révélé des modèles similaires. Cela montrait que l'univers n'avait pas seulement brisé la symétrie au début, mais que l'écho de cette rupture avait créé une structure gigantesque qui affectait encore la rotation des galaxies des milliards d'années plus tard. C'est pourquoi ces premiers briseurs d'univers n'ont pu être pas seulement grandis rapidement, peut être qu'ils se sont alignés en étant emportés par un courant préexistant et gigantesque dans l'univers lui-même, ce qui pourrait être une physique entièrement nouvelle expliquant leur formation. Et maintenant, nous arrivons au plus grand point culminant qui rassemble toutes ces pièces. La quatrième et la plus bouleversante des découvertes, le tissu vivant de la toile cosmique. Webb n'a pas seulement regardé des galaxies lointaines, il a aussi regardé le vide entre elles. Et là,
il a trouvé la structure la plus grande et la plus mystérieuse de l'univers, la toile cosmique. C'est un réseau de filaments et de nœuds gigantesques, principalement composés de matière noire, s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Et les galaxies s'écoulent le long des filaments de ce réseau comme des morceaux de bois dans une rivière et s'accumulent aux points nodaux. Mais Webb a découvert quelque chose de jamais vu auparavant dans ce réseau. Seulement 830 millions d'années après le début de l'univers, il a trouvé une structure filamenteuse de 3 millions d'années-lumière de long, reliant 10 galaxies massives. Au centre de cette structure brillait un quasar, un trou noir supermassif des milliards de fois plus massif que le Soleil. C'était le plus ancien et le plus grand filament de la toile cosmique jamais observé. L'existence de cette structure, à une époque si précoce, était théoriquement impossible, car selon les modèles standards, la matière noire n'avait pas eu assez de temps pour former une structure aussi grande et organisée. C'était comme si le centre d'une toile d'araignée existait déjà avant que l'araignée ne commence à la tisser. Cette découverte a fait grand bruit lorsqu'elle a été publiée dans la revue Nature Astronomy, car elle impliquait que les galaxies ne suivaient pas seulement la matière noire, mais que être la matière noire elle-même était organisée par une force ou une structure plus fondamentale que nous ne comprenons pas. Encore, être que l'univers n'est pas une soupe aléatoire, mais un cristal géant construit selon un plan préconçu, et nous ne faisons que commencer à voir les motifs à l'intérieur de ce cristal. Ces 4 moments, la rupture de la symétrie, la direction de la vie, la rotation des galaxies et le tissu de la toile cosmique, se rejoignent pour donner une seule conclusion à couper le souffle. L'univers n'est pas seulement un lieu mort et aléatoire. Il a, depuis le tout début, une tendance vers la structure, la direction et la complexité. Ces structures impossibles que nous voyons ne sont être pas une anomalie, mais les premiers indices de la vraie nature de l'univers, à savoir un tout organisé et connecté bien au-delà de nos simples modèles. Alors, quel est le sens ultime de cette structure gigantesque et organisée? Si l'univers a une direction, un plan, alors quelle est notre place à l'intérieur de ce plan? Car la réponse à ces questions nous oblige à plonger non seulement dans les profondeurs de la physique, mais aussi dans celles de la philosophie Et la réponse à ces questions nous oblige à plonger non seulement dans les profondeurs de la physique, mais aussi dans celles de la philosophie. Car cette structure gigantesque et organisée nous montre que l'univers n'est pas un tas d'atomes aléatoires, mais qu'il présente au contraire une connectivité et un ordre profond. Et la preuve la plus surprenante de cet ordre réside à l'endroit le plus inattendu, c'est, à dire, dans notre propre existence. L'univers a passé 13,8 milliards d'années à créer des yeux pour se regarder, nous. C'est pourquoi ces découvertes ne concernent pas seulement des galaxies lointaines. Ces découvertes nous concernent. Elles concernent notre origine et être notre but ultime. Secouer le monde de l'astronomie. Le sens de rotation des galaxies n'était pas aléatoire. Dans différentes régions de l'univers observable, il y avait une différence statistiquement significative entre les galaxies ayant tendance à tourner dans une direction. Cette asymétrie a été observée à une échelle de plus d'1,6 milliard d'années-lumière. Cela signifiait que l'univers lui-même pourrait avoir une rotation ou un axe à une échelle gigantesque. C'était totalement contraire à l'un des principes fondamentaux du modèle cosmologique standard, le principe d'isotropie, selon lequel l'univers devrait paraître identique dans toutes les directions. Cette découverte était si radicale que de nombreux scientifiques l'ont d'abord accueillie avec scepticisme. Mais des analyses ultérieures avec des données des télescopes Pan-STARRS et Spitzer ont révélé des modèles similaires. Cela montrait que l'univers n'avait pas seulement brisé la symétrie au début, mais que l'écho de cette rupture avait créé une structure gigantesque qui affectait encore la rotation des galaxies des milliards d'années plus tard. C'est pourquoi ces premiers briseurs d'univers n'ont être pas seulement grandis rapidement, être qu'ils se sont alignés en étant emportés par un courant préexistant et gigantesque dans l'univers lui-même, ce qui pourrait être une physique entièrement nouvelle
expliquant leur formation, et maintenant, nous arrivons au plus grand point culminant qui rassemble toutes ces pièces. La quatrième est la plus bouleversante des découvertes, le tissu vivant de la toile cosmique. Webb n'a pas seulement regardé des galaxies lointaines, il a aussi regardé le vide entre elles. Et là, il a trouvé la structure la plus grande et la plus mystérieuse de l'univers, la toile cosmique. C'est un réseau de filaments et de nœuds gigantesques, principalement composés de matière noire, s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Et les galaxies s'écoulent le long des filaments de ce réseau comme des morceaux de bois dans une rivière et s'accumulent aux points nodaux. Mais Webb a découvert quelque chose de jamais vu auparavant dans ce réseau. Seulement 830 millions d'années après le début de l'univers, il a trouvé une structure filamenteuse de 3 millions d'années-lumière de long, reliant 10 galaxies massives. Au centre de cette structure brillait un quasar, un trou noir supermassif des milliards de fois plus massif que le Soleil. C'était le plus ancien et le plus grand filament de la toile cosmique jamais observé. L'existence de cette structure, à une époque si précoce, était théoriquement impossible, car selon les modèles standards, la matière noire n'avait pas eu assez de temps pour former une structure aussi grande et organisée. C'était comme si le centre d'une toile d'araignée existait déjà avant que l'araignée ne commence à la tisser. Cette découverte a fait grand bruit lorsqu'elle a été publiée dans la revue Nature Astronomy, car elle impliquait que les galaxies ne suivaient pas seulement la matière noire, mais que peut être la matière noire elle-même était organisée par une force ou une structure plus fondamentale que nous ne comprenons pas. Encore peut être que l'univers n'est pas une soupe aléatoire, mais un cristal géant construit selon un plan préconçu, et nous ne faisons que commencer à voir les motifs à l'intérieur de ce cristal. Ces 4 moments, la rupture de la symétrie, la direction de la vie, la rotation des galaxies et le tissu de la toile cosmique, se rejoignent pour donner une seule conclusion à couper le souffle. L'univers n'est pas seulement un lieu mort et aléatoire. Il a, depuis le tout début, une tendance vers la structure, la direction et la complexité. Ces structures impossibles que nous voyons ne sont peut-être pas une anomalie, mais les premiers indices de la vraie nature de l'univers, à savoir un tout organisé et connecté bien au-delà de nos simples modèles. Alors, quel est le sens ultime de cette structure gigantesque et organisée? Si l'univers a une direction, un plan, alors quelle est notre place à l'intérieur de ce plan? Car la réponse à ces questions nous oblige à plonger non seulement dans les profondeurs de la physique, mais aussi dans celles de la philosophie et la réponse à ces questions nous oblige à plonger non seulement dans les profondeurs de la physique, mais aussi dans celles de la philosophie. Car cette structure gigantesque et organisée nous montre que l'univers n'est pas un tas d'atomes aléatoires, mais qu'il présente au contraire une connectivité et un ordre profond. Et la preuve la plus surprenante de cet ordre réside à l'endroit le plus inattendu, c'est, à dire, dans notre propre existence. L'univers a passé 13,8 milliards d'années à créer des yeux pour se regarder, nous. C'est pourquoi ces découvertes ne concernent pas seulement des galaxies lointaines. Ces découvertes nous concernent. Elles concernent notre origine et peut être notre but ultime. Le premier et le plus évident des paradoxes est l'abîme entre nos dimensions. D'un côté, il y a une immensité hallucinante que James Webb nous montre, abritant des centaines de milliards de galaxies, chaque galaxie contenant des centaines de milliards d'étoiles. C'est une échelle que l'esprit humain ne peut pas vraiment saisir. Traverser notre galaxie, la Voie lactée, d'un bout à l'autre à la vitesse de la lumière prendrait 100 000 ans. Et la Voie lactée n'est qu'une petite île dans cet océan immense. De l'autre côté, il y a nous. Avec notre taille moyenne d'1,7 mètre, nous sommes plus petits qu'un grain de poussière sur cette scène gigantesque. Cette comparaison peut d'abord créer un profond sentiment d'insignifiance et de non-sens,
car dans cet océan cosmique, notre existence semble n'être qu'un bruit statistique. Notre planète, notre Soleil, même notre galaxie, s'il disparaissait un instant, le reste de l'univers ne le remarquerait même pas. C'est une vérité tragique. Être si petit dans un univers si grand, c'est comme être condamné à une sorte de solitude cosmique. Nous n'irons jamais sur ces galaxies lointaines. Nous ne toucherons jamais ces étoiles anciennes. Pour nous, elles resteront à jamais des points de lumière pâles et inaccessibles. Maze. Dans cette petitesse même se cache une beauté incroyable. Car oui, nous sommes physiquement petits. Maïs, notre esprit peut saisir cette immensité. À l'intérieur de nos corps d'1,7 mètre, un organe d'1,4 kg, notre cerveau peut comprendre une histoire de 13,8 milliards d'années, analyser la composition chimique de galaxies à des milliards d'années-lumière et écrire des équations sur le début de l'univers. Nous sommes le mécanisme par lequel l'univers se regarde, se comprend. Cela nous fait passer du statut de simple grain de poussière à celui de partie la plus importante de l'univers. Toi aussi, en lisant ces mots en ce moment, tu fais partie de ce miracle. Ton cerveau est le résultat de milliards d'années de poussière d'étoiles qui s'est finalement transformé en une structure capable de penser à l'univers. Tu es l'un de ces rares et précieux moments où l'univers prend conscience de sa propre existence. Tu peux être physiquement insignifiant, mais ta capacité à comprendre te rend gigantesque à l'échelle cosmique. Le deuxième paradoxe est le temps lui-même. D'un côté, il y a une histoire cosmique vertigineuse de 13,8 milliards d'années. Une période de temps inimaginablement longue, où les étoiles sont nées et mortes, où les galaxies se sont heurtées et ont fusionné, où les continents ont dérivé et les océans se sont formés. Dans cet océan d'éternité, une vie humaine, en moyenne 80 ans, est plus courte qu'un clin d'œil. Juste un instant, comme l'a dit Carl Sagan. Pendant un instant, sur un petit monde, nous nous tenons sur le rivage de l'océan cosmique. C'est la tristesse existentielle de l'homme. Le fait que le temps s'écoule si impitoyablement nous rappelle à quel point tout ce que nous avons est temporaire et fragile. Tout ce que nous faisons, chaque civilisation que nous bâtissons, chaque personne que nous aimons, finira par se transformer en poussière sur cette immense chronologie. Cette réalité tragique peut créer un sentiment d'absurdité, car si tout doit finalement disparaître, alors à quoi bon faire quoi que ce soit, maïs? Dans cette brièveté même se cache le sens le plus profond de l'existence. Car oui, notre temps est limité. Mais cette limitation rend chaque instant inestimable. Si nous avions une vie éternelle, rien n'aurait de valeur. La procrastination serait une option infinie. Mais, parce que notre temps est limité, chaque coucher de soleil, chaque conversation, chaque rire, chaque nouvelle découverte devient un cadeau unique qui ne reviendra jamais. L'univers ne nous a pas donné un temps infini, mais il nous a donné, dans ce bref instant, la capacité de faire l'expérience de l'infini, la conscience, la prise de conscience. Toi aussi, en ce moment, tu es dans ce bref instant. Ton existence est l'un de ces rares et précieux moments où l'univers, après 13,8 milliards d'années de silence, peut faire l'expérience de lui-même. Ta mission n'est pas de vivre éternellement. Ta mission est de vivre, dans le court laps de temps qui t'est donné, aussi pleinement, aussi consciemment et avec autant d'amour que possible. Car ta courte vie est le plus grand cadeau que l'univers se soit fait à lui-même. Le troisième et dernier paradoxe se situe entre la solitude et la connexion. Comme Webb nous l'a montré, il y a d'énormes vides entre les galaxies. Même notre voisine, la galaxie d'Andromède, est à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Atteindre le système stellaire le plus proche, Proxima Centauri, prendrait environ 80 000 ans avec notre technologie actuelle. Ces chiffres créent un sentiment d'isolement cosmique, comme si l'univers était un lieu froid et indifférent, rempli de distances infranchissables qui séparent tout. C'est l'une des peurs les plus profondes de notre espèce, être seul dans l'univers. C'est une possibilité tragique. Parmi les trillions de planètes dans des milliards de galaxies, peu
être que la vie consciente n'a germé que sur notre pâle point bleu. Cela nous impose une responsabilité incroyable. Car si nous sommes seuls, alors nous sommes les seuls gardiens de la conscience de l'univers. Si nous laissons cette flamme s'éteindre, l'univers pourrait redevenir un lieu sombre et silencieux. Mais, sous ces distances, se cache une connexion plus profonde, plus fondamentale. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les coins de l'univers. Les atomes de carbone qui composent votre corps sont les mêmes que les atomes de carbone forgés dans une étoile à l'intérieur d'une galaxie à 13 milliards d'années-lumière. La gravité qui vous lie au sol est la même que la gravité qui maintient ensemble les amas de galaxies les plus lointains. La toile cosmique que Webb a révélée est la preuve la plus concrète de cette connexion. Aucune galaxie n'est vraiment une île. Toutes sont reliées par des fils invisibles, et nous faisons aussi partie de cette toile. Toi aussi, tu es une preuve vivante de cette connexion. L'air que tu respires, la nourriture que tu manges, les pensées que tu penses, tout est le produit du réseau complexe de cette planète et de cet univers. Nous sommes peu, êtres seuls à l'échelle cosmique. Mais, sur cette planète, nous nous avons les uns les autres, et au niveau le plus fondamental, nous ne faisons qu'un avec l'univers lui-même. Ton existence n'est pas un événement isolé. Ton existence fait partie d'une conversation cosmique ininterrompue qui dure depuis 13,8 milliards d'années. La dimension, le temps et la connexion. Ces trois grands paradoxes définissent notre place dans l'univers. Nous sommes à la fois insignifiants et inestimables. Nous sommes à la fois éphémères et partis d'un instant éternel. Nous sommes à la fois seuls et un avec tout. Accepter ces vérités nous donne une profonde humilité, mais aussi une grande force. Mais, au-delà de ces réflexions philosophiques, une question plus profonde se pose. Si l'univers est si connecté, si organisé et si enclin à créer la vie, alors cette situation pourrait-elle avoir une signification pour notre propre conscience? Car les secrets de l'univers ne se trouvent pas seulement à l'extérieur, parmi les étoiles, mais aussi à l'intérieur, dans les profondeurs de notre propre esprit. Et ces secrets pourraient remodeler notre relation avec la réalité, notre soif de connaissance et notre dialogue le plus fondamental avec l'univers lui-même. Car si l'univers est organisé et que nous sommes une partie pensante de cette organisation, alors notre quête de connaissance n'est pas seulement une curiosité, c'est un voyage de retour à la maison. C'est pourquoi nous devons maintenant explorer un autre paradoxe profond, à savoir cette danse délicate entre la connaissance et le mystère. Le quatrième paradoxe est la tension entre ce que nous savons et ce que nous ne saurons jamais. D'un côté, nous avons une quantité sans précédent de données et d'informations obtenues grâce à des instruments incroyables comme le télescope James Webb. Nous pouvons voir, à seulement quelques centaines de millions d'années après la naissance de l'univers, nous pouvons analyser la composition chimique d'une galaxie à 13,4 milliards d'années-lumière. Nous pouvons cartographier le réseau invisible de la matière noire. La science nous donne l'espoir qu'un jour viendra où nous pourrons résoudre les secrets de l'univers, où nous pourrons tout expliquer. Ce triomphe de l'intelligence humaine peut nous donner un sentiment de puissance quasi divine. De l'autre côté, il y a le fait que chaque nouvelle découverte soulève inévitablement des questions plus profondes et plus complexes. Nous avons trouvé les briseurs d'univers, mais maintenant nous ne pouvons pas expliquer comment ils ont grandi si vite. Nous avons prouvé l'existence de la matière noire, mais nous ne savons toujours pas ce qu'elle est. Chaque question à laquelle nous répondons nous montre plus clairement à quel point l'océan de ce que nous ne savons pas est immense. C'est un cycle tragique. À mesure que l'horizon de la connaissance s'élargit, l'obscurité au-delà de cet horizon s'élargit aussi. Cela peut signifier que nous n'atteindrons jamais la connaissance ultime et absolue. Cela crée le sentiment que l'univers aura toujours une longueur d'avance sur nous, qu'il gardera ses secrets les plus fondamentaux pour toujours. Mais, dans ce mystère infini, réside la plus grande beauté et la force motrice de la science. Car si nous savions tout, s'il n'y avait plus rien à découvrir, alors la curiosité mourrait. Le sentiment d'émerveillement disparaîtrait. L'univers deviendrait un livre fini,
lue et rangée sur une étagère. Mais cette danse infinie de la connaissance et du mystère nous pousse toujours de l'avant. Elle nous encourage à construire de meilleurs télescopes, à développer des théories plus audacieuses et à poser des questions plus profondes. C'est la quête la plus noble de l'esprit humain, le désir de comprendre. Toi aussi, tu fais partie de cette quête. D'un enfant qui demande « pourquoi ?» à un scientifique qui veille sur une équation, nous sommes tous sur le même chemin. Ta mission n'est pas de tout savoir. Ta mission est de ne jamais cesser de poser des questions. Car ce qui compte vraiment, ce n'est pas la destination, mais le voyage lui-même, sans fin et merveilleux. Et dans ce voyage, nous sommes peu à être confrontés au plus grand paradoxe, la puissance et la fragilité. D'un côté, il y a l'incroyable puissance technologique de notre civilisation. Nous pouvons placer un observatoire de 10 milliards de dollars en orbite autour d'une planète. Nous pouvons fendre l'atome. Nous pouvons réécrire notre propre code génétique. Cette puissance peut nous donner l'illusion que nous sommes les maîtres de la nature. Nous pouvons avoir le sentiment que nous pouvons contrôler l'univers, le façonner selon notre volonté. C'est la forme la plus dangereuse de l'orgueil humain. De l'autre côté, il y a le fait que, malgré toute cette puissance, nous sommes incroyablement fragiles. Notre civilisation est en équilibre sur une fine croûte, sous la mince atmosphère de cette planète. Une seule grosse collision d'astéroïdes, une seule éruption de supervolcans ou le changement climatique que nous avons nous-mêmes créé pourrait tout arrêter. À l'échelle cosmique, nous sommes encore plus vulnérables. L'explosion d'une supernova proche pourrait baigner notre planète de radiation mortelle. Notre Soleil finira par se transformer en géante rouge et engloutir la Terre. C'est une fragilité tragique. Malgré toutes nos réalisations, notre existence ne tient qu'à un fil. Et faire face à cette réalité peut être effrayant et dérangeant. Mais, dans cette fragilité même, résidant notre plus grande sagesse et notre plus grand espoir. Car lorsque nous comprenons que nous sommes fragiles, nous comprenons la valeur de ce que nous avons. Nous réalisons à quel point cette planète, cette vie et nous-mêmes sommes précieux. Cette prise de conscience nous pousse à être plus compatissants, plus coopératifs et plus sages. Elle nous rappelle que sur ce petit et solitaire radeau de sauvetage dans l'océan cosmique, nous sommes tous ensemble. Toi aussi, tu fais partie de cette beauté fragile. Ta force ne réside pas dans la conquête de l'univers. Ta force réside dans la compassion, la création de sens et la protection de ce moment inestimable. Ton existence est la preuve la plus puissante que même dans cette fragilité, l'univers peut créer de la beauté et du sens. Lorsque nous rassemblons toutes ces pensées philosophiques, une image complexe mais pleine d'espoir émerge. Nous sommes à la fois petits et grands. Nous sommes à la fois éphémères et possédons l'éternité de l'instant. Nous sommes à la fois seuls et un avec tout. Nous possédons à la fois la lumière de la connaissance et sommes entourés par l'obscurité infinie du mystère. Et nous sommes à la fois incroyablement puissants et délicatement fragiles. Ces paradoxes ne sont pas une contradiction. Ces paradoxes sont la définition de ce que signifie être humain. Ils sont la musique complexe mais magnifique de notre place dans l'univers. Mais, au-delà de toutes ces pensées, il y a peu, être une question plus personnelle et plus profonde. Dans cette structure gigantesque, silencieuse et souvent indifférente de l'univers, quel est le destin ultime de notre conscience éphémère, instantanée, car si l'information est la monnaie fondamentale de l'univers et que notre cerveau est la structure la plus complexe qui traite cette information, alors que devient cette information inestimable qui l'a traitée? Lorsque le voyage de cette structure prend fin, c'est la question qui nous transporte de la limite de la philosophie au domaine le plus spéculatif, mais le plus prometteur de la physique. Et ce domaine, ce sont les couloirs les plus mystérieux et les plus prometteurs de la conscience quantique. C'est pourquoi il est maintenant temps de poser la question la plus intime. Où va notre conscience, ce réseau complexe de pensées, de souvenirs et d'émotions, lorsque notre corps biologique prend fin? La biologie classique donne une réponse claire à cette question: nulle part. Tout se termine. La poussière retourne à la poussière. Mais l'univers nous murmure peu, être une possibilité plus profonde.
car l'une des lois les plus fondamentales de la physique quantique est que l'information ne peut jamais être détruite. Un état physique peut changer de forme, mais son information fondamentale reste dans le système. Si notre conscience, au niveau le plus fondamental, fonctionne avec de l'information quantique, alors cette loi pourrait aussi s'appliquer à nous. Cela nous amène au premier paradoxe profond, la finitude et la continuité. D'un côté, il y a la finitude indéniable de nos corps. Ces machines biologiques complexes, composées d'environ 100 000 milliards de cellules, s'usent avec le temps et finissent par cesser de fonctionner. Le cœur s'arrête, l'activité cérébrale cesse. C'est la fin tragique mais inévitable de notre réalité personnelle. Cette réalité nous fait ressentir la douleur de la perte de nos proches et le poids de notre propre mortalité. Biologiquement, nous sommes comme la flamme d'une bougie. Nous brûlons, nous brillons, puis nous nous éteignons. C'est la vérité la plus douloureuse de l'existence et il n'y a pas d'échappatoire. C'est pourquoi nous ressentons le désir de laisser une trace significative derrière nous, d'être rappelés. Car nous savons que notre existence biologique sera effacée. Maïs. Le monde quantique nous offre une image différente. Selon des modèles spéculatifs mais provocateurs, comme la théorie de la réduction objective orchestrée, ORC-OR, développée par Roger Penrose et Stuart Amroth, la conscience naît de processus quantiques, dans des structures encore plus petites à l'intérieur des neurones du cerveau, appelés microtubules. Si cela est vrai, alors notre conscience pourrait être intriquée avec le champ quantique fondamental de l'univers. Dans ce cas, la mort biologique n'est que l'arrêt du matériel. Mais le logiciel, cette structure d'information quantique complexe, ne disparaît pas, car les lois de la physique ne le permettent pas. Cette information est libérée dans le tissu de l'univers, comme un tourbillon dans une rivière qui se dissipe et retourne au courant de l'eau. La forme du tourbillon disparaît, mais l'eau elle-même continue d'exister. Toi aussi, tu fais partie de cette continuité potentielle. Ta conscience n'est être pas seulement le produit des produits chimiques dans ton cerveau, elle pourrait être la manifestation temporaire de quelque chose d'aussi ancien et fondamental que l'univers lui-même. Tes pensées, tes souvenirs et tes expériences pourraient rester une signature dans la mémoire cosmique de l'univers, même après la fin de la vie biologique. Ce n'est pas une promesse de renaissance, mais une possibilité de non-disparition. Cette possibilité nous dirige vers un deuxième paradoxe encore plus personnel, l'individualité et la totalité. D'un côté, il y a ce sentiment de soi unique que chacun de nous possède. Avec nos souvenirs, nos rêves, nos peurs et nos amours, nous nous vivons comme un individu singulier, séparé du reste de l'univers. Le mot « je » est pour nous la réalité la plus fondamentale. Cette individualité est inestimable pour nous. Nous nous battons pour la protéger. L'idée de sa disparition est l'aspect le plus effrayant de la mort, car cela signifie la fin du « je ». C'est une perte tragique. Avec la mort de chaque individu, une perspective unique, un ensemble unique d'expériences qui n'existera jamais plus dans l'univers, est perdu. Comme un incendie dans une bibliothèque, chacun de nous abrite en lui un univers unique, et cet univers disparaît avec nous. Maïs peut être que ce sentiment de séparation n'est qu'une illusion. Comme le disent les philosophies orientales et les traditions mystiques depuis des milliers d'années, et comme la physique moderne commence maintenant à le murmurer, peut être que nous faisons tous partie d'un tout plus grand. L'intrication quantique montre que l'univers, à son niveau le plus fondamental, est un tout indivisible. La toile cosmique montre que chaque galaxie est interconnectée. La biologie montre que chaque être vivant partage le même code ADN. Peut être que nos consciences individuelles sont comme des vagues temporaires dans l'océan d'une seule conscience universelle. La vague, pendant un instant, prend une forme individuelle, s'élève à sa propre identité. Mais, ensuite, elle retourne à l'océan. La vague a-t-elle disparu? Non. Elle est retournée là où elle appartient. C'est dire au tout. Ce n'est pas une perte d'individualité, mais l'accession à une identité plus grande. Toi aussi, tu fais partie de ce tout. Ton moi unique
est une façon pour l'univers de faire l'expérience de lui-même. Mais ton identité la plus profonde, au-delà de ce moi, pourrait être cette existence fondamentale qui ne fait qu'un avec tout. La mort ne peut être pas une disparition, mais une union. Le moment où l'illusion de la séparation prend fin et où nous retournons à cette totalité cosmique à laquelle nous appartenons, cela nous amène au dernier et au plus pratique des paradoxes, la quête de sens et la création de sens. D'un côté, il y a le fait que l'univers ne nous offre pas de sens ou de but tout fait. Les étoiles ne brillent pas pour nous, les galaxies ne tournent pas pour nous, les lois de la physique n'ont rien à voir avec notre bonheur ou notre souffrance. L'univers est gigantesque, silencieux et indifférent. Cela peut créer un sentiment de vide existentiel. Si l'univers ne nous donne pas de but, alors quel est le sens de la vie? C'est un silence tragique. Nous regardons le ciel en quête de réponse et ne trouvons en retour que la lumière froide des étoiles. Pour certains, cela peut conduire au nihilisme, à la conclusion que rien n'a de sens. Mais, dans ce silence même, résidant notre plus grande liberté et notre plus noble mission. Car si l'univers ne nous donne pas de sens tout fait, cela signifie que nous sommes libres de créer notre propre sens. L'univers est une toile vierge, et nous sommes les artistes qui colorieront cette toile. Le sens n'est pas quelque chose à découvrir. Le sens est quelque chose à créer. Nous le créons dans la compassion, la créativité, la curiosité, l'amour et les liens que nous tissons les uns avec les autres. Notre mission n'est pas de trouver le sens de l'univers. Notre mission est de donner un sens à l'univers. Cela nous fait passer du statut de victime passive dans un univers indifférent à celui de créateurs actifs de notre propre destin. Toi aussi, tu es au centre de ce processus de création de sens. Ta vie, aussi ordinaire qu'elle puisse paraître, est une couche de sens unique ajoutée à l'univers. Tes choix, tes actions, ton amour sont un coup de pinceau sur cette toile cosmique. Et lorsque tous ces coups de pinceau se rejoignent, la grande et complexe œuvre d'art de l'humanité émerge. Finitude et continuité, individualité et totalité, quête de sens et création de sens. Ces pensées profondes nous amènent au cœur de l'existence humaine. Ce sont les questions les plus fondamentales que les découvertes scientifiques nous obligent à affronter. Et il n'y a peut-être pas de réponse définitive à ces questions, mais peut-être que ce qui est important, ce ne sont pas les réponses, mais le courage de vivre avec ces questions, de les explorer et de créer nos propres réponses. Mais, au-delà de ce voyage intérieur, il y a une dernière pensée qui pourrait changer fondamentalement la nature de notre relation avec l'univers. C'est que cette structure cosmique gigantesque et notre présence en son sein pourrait indiquer quelque chose de totalement inattendu. Une mémoire cosmique. Et cette mémoire pourrait être gravée dans le tissu le plus fondamental de l'univers, c'est à dire l'espace-temps lui-même. C'est pourquoi nous descendons maintenant à la dernière couche philosophique, la relation entre le passé, le présent et l'avenir, et comment cette relation pourrait donner un sens éternel à notre brève existence. Car si l'univers conserve d'une manière ou d'une autre chaque souvenir, chaque événement, chaque pensée, alors rien ne se perd vraiment. Il ne fait que changer de forme. Cela nous amène au premier paradoxe profond, le changement et la permanence. D'un côté, il y a la nature en constante évolution de l'univers et de la vie. Les étoiles naissent et meurent, les montagnes s'élèvent et s'érodent, et les civilisations sont fondées et s'effondrent. Nos propres corps changent à chaque instant, nos cellules meurent et se renouvellent. Nos pensées et nos émotions s'écoulent comme une rivière. La deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie, dit que l'univers évolue inévitablement vers le désordre et la décomposition. C'est l'aspect tragique et inévitable du changement. Il crée le sentiment que tout est temporaire, que rien n'est permanent. C'est affronter le fait que les moments, les gens et les lieux que nous aimons disparaîtront un jour. C'est pourquoi nous essayons de conserver des souvenirs, de prendre des photos, de raconter des histoires.
car nous cherchons une ancre contre ce flux impitoyable du changement. Mais peut-être que ce changement n'est qu'une chose de surface. La théorie de la relativité générale d'Einstein implique une possibilité que nous appelons l'univers-bloc. Selon ce modèle, le passé, le présent et l'avenir font tous partie d'un bloc d'espace-temps à 4 dimensions qui existent simultanément. Le flux du temps n'est qu'une illusion de notre conscience humaine. Si cela est vrai, alors chaque instant est une coordonnée fixe qui existe pour toujours dans ce bloc. Le premier sourire d'un enfant, la construction des pyramides et l'extinction de la dernière étoile, tout est éternellement présent dans cette structure à 4 dimensions. C'est la forme la plus profonde de la permanence. Le changement n'est que le sentiment que nous traversons différentes tranches de ce bloc. Toi aussi, tu fais partie de ce bloc éternel. Ta vie, avec toutes ses joies et ses peines, toutes ses réussites et ses erreurs, est gravée pour toujours dans ce tissu de l'espace-temps. Rien ne se perd vraiment, aucun moment ne disparaît. Ton existence est une réalité permanente de l'univers. Ce n'est pas une consolation, mais une conséquence logique de l'une des théories les plus profondes de la physique. Cette idée de permanence nous amène au deuxième paradoxe, le silence et l'écho. D'un côté, il y a le silence et le vide écrasant de l'univers, comme Webb nous l'a montré. La distance moyenne entre les étoiles est de trillions de kilomètres. Le son ne peut pas voyager dans ce vide immense. L'explosion d'une supernova est l'un des événements les plus violents de l'univers, mais elle se produit dans un silence absolu. Cela peut créer un profond sentiment d'isolement et de solitude, comme si l'univers était un être sourd qui n'entend pas nos cris, nos rires ou nos questions. C'est un silence tragique. Notre quête de sens peut rester sans écho comme des mots murmurés dans le vide. C'est pourquoi nous nous parlons, nous créons de l'art, nous composons de la musique, car nous voulons créer notre propre voix, notre propre écho contre ce silence cosmique. Mais peut-être que l'univers n'est pas silencieux. C'est juste que nous n'écoutons pas sur la bonne fréquence. L'écho de l'univers n'est pas caché dans les ondes sonores, mais dans d'autres choses. Dans les ondes gravitationnelles, ces ondulations dans l'espace-temps créées par la fusion de trous noirs, dans ces minuscules motifs de température du fond diffus cosmologique, et peut être, au plus profond, dans l'information elle-même. Chaque événement laisse une trace dans le champ quantique de l'univers, un écho. Et ces échos ne se perdent pas avec le temps. Ils se superposent, interagissent et créent cette symphonie complexe et invisible de l'univers. Cette symphonie est trop lente et trop profonde pour que nous puissions l'entendre. Mais elle est là. Toi aussi, tu fais partie de cette symphonie. Chacune de tes actions, chacune de tes pensées est une nouvelle note ajoutée à ce chant quantique. Ta vie est une contribution unique à cette musique infinie de l'univers. Peut-être que l'univers n'est pas silencieux. Peut-être que l'univers est une chanson en constante croissance où se rejoignent des milliards d'années de souvenirs et d'expériences. Et nous sommes les êtres qui à la fois écoutent et composent cette chanson. Ce qui nous amène au dernier et au plus intégrateur des paradoxes, l'observateur et le participant. Au cœur de la méthode scientifique se trouve l'idée d'être un observateur objectif. Nous examinons l'univers de l'extérieur, de manière impartiale, comme si nous en étions séparés. Cela a été un outil incroyablement puissant et constitue le fondement de toutes les réalisations de la science moderne. Mais cette séparation, au niveau le plus profond, est une illusion. La physique quantique nous montre que l'observateur ne peut être séparé du système qui l'observe. L'acte d'observation modifie la réalité. Cela nous empêche d'être de simples spectateurs passifs. C'est une responsabilité tragique, car cela signifie que nos actions, nos choix et même notre conscience façonnent l'univers lui-même. Nous ne pouvons plus rester indifférents, car notre existence est une force qui touche le tissu de l'univers, mais dans cette responsabilité résidant notre plus grande force et notre plus grand but. Nous ne sommes pas seulement des êtres qui observent l'univers, nous sommes les participants par lesquels l'univers se crée lui-même. Comme l'a dit John Wheeler, nous vivons dans un univers participatif. Cela signifie que l'univers est incomplet sans nous.
Il a besoin d'yeux pour se regarder, d'esprit pour se penser et de cœur pour se donner un sens. C'est la relation symbiotique la plus profonde entre l'univers et nous. Nous sommes les conteurs qui racontent l'histoire de l'univers. Et ce faisant, nous devenons nous-mêmes une partie de cette histoire. Toi aussi, tu es au centre de ce processus de création. Ton existence n'est pas une coïncidence. Ton existence est une nécessité pour que l'univers réalise son propre potentiel. Tu es la réponse à une question que l'univers se pose sur lui-même. Et tu donnes cette réponse simplement en vivant. Changement et permanence. Silence et écho. Observateur et participant. Ces dernières couches philosophiques nous amènent à la fin d'un long et profond voyage. Nous savons maintenant que notre place dans l'univers est trop complexe et trop belle pour être définie par des réponses simples. Nous sommes à la fois mortels et éternels. Nous sommes à la fois des individus et le tout. Nous cherchons à la fois le sens et nous créons le sens. Et nous sommes à la fois observateurs et participants. Ce voyage a commencé avec la lumière des galaxies les plus lointaines et se termine maintenant dans les profondeurs de notre propre conscience. Car en fin de compte, chaque voyage que nous entreprenons pour comprendre l'univers est un voyage pour nous comprendre nous-mêmes. Maintenant que toutes les pièces sont assemblées, il est temps de regarder une dernière fois l'ensemble de ce tableau cosmique incroyable et de rentrer à la maison. Dans ce voyage, nous avons vu que nous ne faisons qu'un avec l'univers et que l'information ne se perd jamais. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Chaque commencement a une fin, et cela vaut aussi pour l'univers lui-même. Lui aussi mourra un jour, peut être en gelant, peut être en se déchirant, peut être en s'effondrant. Dans notre prochain voyage, nous assisterons à cette fin inéluctable de l'univers. Êtes-vous prêts pour le destin final ?